Comment faire les achats en Turquie sans se déplacer? Peut-être en ce moment, tu as envie de te lancer dans le business ou alors tu es même déjà dans le business. Peut-être il s'agit des vêtements, les sacs, les chaussures, je sais pas, la décoration, les luminaires, les mobiliers, bref, tout. Parce que la Turquie produit un peu de tout et c'est pour ça que j'aime la Turquie. Donc, tu as envie de commander en Turquie parce que tu as choisi la Turquie comme fournisseur et tu te demandes comment est-ce que tu peux faire pour commander sans avoir à te déplacer, payer un billet d'avion et tout le reste. Et ce, en toute sécurité. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu dois faire pour y arriver. Mais avant, mon nom c'est MV2, je suis entrepreneur et je vis à Istanbul en ce moment et j'adore le commerce, surtout la partie marketing. Donc, si tu es intéressé par tout ça, je t'invite à t'abonner, tu ne seras pas déçu à coup sûr. Alors, comme je disais, je vis à Istanbul en ce moment, mais j'étais d'abord au Cameroun. Et je commandais déjà depuis le Cameroun en Turquie. Et ça se passait très bien. Du coup, dans cette vidéo, je te dirai comment moi je faisais. La première chose que tu dois faire, bien évidemment, c'est de trouver un fournisseur. Alors, comment on fait pour trouver un fournisseur lorsqu'on n'est pas en Turquie? Déjà, il faut savoir qu'en Turquie, il y a des marchés spécifiques. Le marché des sacs, c'est Beyazit. Le marché des vêtements, c'est Laleli, bon, Aksaray un peu, Merter, Ousmane Bey. Le marché des vêtements pour enfants, tout ce qui est enfants, c'est beaucoup plus Bursa. Et on est également, le marché des mobiliers, c'est du côté de Masco. Et on a également, c'est Modoko, un truc comme ça. Bref, ce que tu dois savoir, c'est d'abord les différents marchés sur lesquels chercher les fournisseurs. Pour tout ce qui est bijoux, pour tout ce qui est ustensiles de cuisine, on a Eminonou. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose que tu connais déjà les différents marchés, la troisième chose que tu dois faire, c'est chercher, bien évidemment, le fournisseur. Alors, voici l'astuce. Moi, ce que j'utilisais quand j'étais en Afrique, c'est que j'allais d'abord sur Google. Parce que Google, c'est la base, n'est-ce pas? Alors, je vais taper Wholesaler Bag in Beyazit, for exemple. Par exemple. Donc, Wholesale Bag Supplier in Beyazit. Par exemple, tu vas forcément trouver, on va te faire des propositions. Si c'est Bursa, pour tout ce qui est vêtements, tu vas chercher à Bursa. Donc, tu vas mettre Wholesale Children Clothes in Bursa. Ça, c'est la première astuce, d'accord? Ce qui est certain, c'est que tu vas en trouver beaucoup. Maintenant, tu peux également aller sur Instagram et tu tapes les mêmes mots et tu vas forcément trouver. Tu peux même aller sur TikTok et même tu peux également aller même ici sur YouTube, tu vas en trouver. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est que, étant donné qu'en Turquie, on parle beaucoup plus le turc, donc ce que tu dois faire, c'est que tu vas traduire les mots que tu recherches, mais cette fois-ci en turc. C'est-à-dire, si tu cherches par exemple les vêtements enfants, enfant, c'est çocuk ou bebek et toptan, c'est grossiste. Si tu cherches la ville, tu mets juste Bursa. Ça donne quoi? Ça donne, j'ai oublié, vêtements, c'est giyim. Donc, ça fait çocuk giyim toptan in Bursa ou bien toptan çocuk giyim in Bursa. Si c'est les vêtements, tu peux par exemple taper, il faut déjà d'abord savoir quel genre de vêtements tu veux. Si c'est les robes, tu vas taper d'abord robe sur Google pour traduire et ça va donner LBC. LBC Toptan et tu choisis le marché Merter. Bon, LBC Toptan Merter. LBC Toptan Ousmane Bey. Tu fais pareil. Si c'est les robes de mariée, peu importe ce que tu cherches en Turquie, la deuxième astuce, c'est que tu puisses traduire ça en turc et tu cherches. Ce qui est certain, tu vas trouver. Tu cherches sur Telegram, tu cherches sur Instagram, tu cherches sur Google, tu cherches sur YouTube. Tu vas forcément trouver des centaines et des centaines, d'accord? Après, c'est vrai que ça demande assez de temps pour faire tout ça. Mais si tu es vraiment déterminé, je suis sûre que tu vas en trouver. Maintenant que tu as trouvé le fournisseur, la plupart des fournisseurs ont Telegram. Parce que Telegram, ça leur permet de poster beaucoup de photos. Ils n'ont pas de groupe WhatsApp. C'est beaucoup trop de travail, donc ils ont Telegram. Tu peux les contacter. La plupart mettent leur numéro WhatsApp. S'ils ne mettent pas directement leur lien Telegram, ils vont mettre leur numéro WhatsApp. Tu peux les contacter là et tu leur demandes leur lien Telegram. D'accord? Donc, si par exemple, tu les contactes en français et qu'ils ne répondent pas, contacte-les en turc. Parce que la plupart sont souvent très occupés, contrairement à la Chine. Parce que les gens se disent qu'en Chine, le business est un peu plus rapide. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Chine, surtout lorsqu'on commande sur Alibaba, la plupart des fournisseurs ont des intermédiaires. Donc, c'est des gens qui sont dans des bureaux, qui ont le temps de répondre, d'accord? Par contre, ici en Turquie, il n'y a pas les intermédiaires comme ça. Du coup, la personne qui te répond, c'est peut-être un commercial qui travaille dans la boutique ou alors c'est le patron lui-même. Du coup, il ne peut pas avoir beaucoup de temps pour te répondre directement. Ce qui fait que si tu lui envoies rapidement un message en turc, il te lit rapidement et il te répond rapidement. Mais si tu lui envoies en français ou en anglais, mais je t'assure qu'il faudra d'abord qu'il traduise. Et c'est un peu compliqué, d'accord? Et en plus de ça, comme j'ai dit, ils sont souvent très occupés dans les boutiques. Quand ils rentrent, ils sont très fatigués. Tu écris en turc, tu peux traduire sur Google Translate et tu lui envoies. Ce qui est certain, c'est qu'il va te répondre et tu vas maintenant sur Telegram. Sur Telegram, ils mettent beaucoup de photos. Tu vas prendre le temps de choisir. Certains mettent les photos en dollars, certains mettent en télé.
le lira, qui est la monnaie turque. Maintenant, pour pouvoir convertir, si tu es en zone CFA, tu vas télécharger une application qui convertit les monnaies. Moi, j'utilise Taux de change, c'est relativement simple d'utilisation, mais tu peux utiliser toutes les applications. À ce niveau, il faut savoir une chose, parce que les gens pensent que le prix, il est fixe. Le prix n'est pas fixe. Déjà, ici en Turquie, il y a eu énormément d'inflation. Parfois, lorsque tu dis, parce que moi-même, je suis dans le business, d'accord? Moi, je vends les sacs, par exemple. Donc, quand tu dis à quelqu'un, le sac, s'il coûte tel montant, il va te dire c'est cher. Et peut-être que tu es beaucoup trop cher. Non, c'est pas une question de cher. Avant, les prix étaient vraiment très bas. Maintenant, il y a eu énormément d'inflation en Turquie. Du coup, les prix sont un peu plus élevés qu'avant. Les gens ont encore les prix d'avant dans leur tête. Non. En ce moment, en Turquie, c'est déjà devenu un peu plus compliqué. Les prix sont déjà un peu élevés. Donc, il faut savoir que les prix ne sont pas fixes. Aujourd'hui, tu peux contacter un fournisseur, il te dit que c'est 5 $. Demain, il te dit que c'est 6 $. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est pas qu'il est malhonnête, c'est que c'est comme ça. Alors, maintenant, tu veux faire les achats en Turquie. Tu as déjà ton application. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que si, par exemple, tu es en zone CFA ou peu importe, et que tu fais la conversion sur l'application et ça te donne, par exemple, disons 20 $, et que tu vas envoyer, par exemple, 12 000. C'est pas les 12 000 là que la personne va recevoir. Si 20 $, c'est 12 000 sur ton application. C'est pas les 12 000 là que le fournisseur va recevoir, non. Ton argent va passer par des institutions qui vont prendre des commissions. C'est un peu comme quand tu fais une transaction mobile money, on va te prendre les frais de transaction. C'est normal, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu veux que la personne puisse recevoir 20 $, tu vas d'abord envoyer, tu vas ajouter les frais de transaction. Peu importe que tu passes par Western Union, par MoneyGram, par Ria, tu vas payer ces frais de transaction. Mais sauf que ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste les frais de transaction que tu vas payer. Tu vas payer ce qu'on appelle le taux de change. Le taux de change, c'est quoi? C'est la valeur ou alors le cours d'une monnaie ou alors le prix d'une monnaie par rapport à une autre ou la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Et ce taux de change dépend de chaque institution. Quand je parle d'institution, c'est par exemple, ça dépend de la banque où tu vas partir, ça dépend de la personne qui va t'aider à faire la transaction. Donc, en dehors des frais de transaction que tu vas payer également un peu plus d'argent pour ce taux de change-là. En fait, le taux de change, d'une manière très basique, c'est quoi? La personne te dit, OK, si tu veux que je puisse convertir tes francs CFA en dollars, tu vas d'abord me donner l'argent sur cette transaction-là. Donc, moi, je fais, en ce moment, par exemple, chez moi, ça, je dis un exemple, tu vas aller voir quelqu'un, il va te dire qu'en ce moment, chez moi, 1 $, c'est 600, 1 $, c'est 700, 1 $, ça dépend vraiment de tout un chacun. Donc, non seulement tu vas convertir ça, mais également, tu vas peut-être lui donner encore ce qu'on appelle les frais de transaction en soi. Ce qui fait que finalement, ça fait en sorte que le 12 000 qui était de départ se retrouve à 15 000, parfois même à 17 000. Ça dépend de l'institution que tu vas utiliser. D'accord? C'est la même chose si tu passes par la banque. La banque va t'appliquer les frais de transaction et il va également t'appliquer le taux de change. D'accord? Donc, moi, ce que je fais même souvent, ou ce que je faisais même à présent, je le fais, c'est que avant de mettre le prix, si par exemple le truc c'est 20 $, je fais même d'abord plus 10%. Généralement, les frais supplémentaires, c'est souvent 10 à 15%. Tu vois? Bon, pour l'instant, c'est un peu trop vague dans la tête, mais comprends juste une chose, c'est que lorsque tu veux faire une transaction chez ton fournisseur, si le montant c'est 20 $, pour que la personne puisse recevoir 20 $, tu vas ajouter plus de frais et tu dois te renseigner quel est le taux de change en vigueur en ce moment, là, pas sur Google, chez la personne chez qui tu vas envoyer l'argent. Et tu dois comparer un peu pour voir qui a le taux de change le plus bas. Le taux de change, c'est vraiment quelque chose qui... les gens perdent beaucoup d'argent à ce niveau-là, mais déjà, il faut savoir ça avant de fixer le prix de ton article. Bon, le taux de change, c'est compliqué. Mais bon, on passe. Supposons que tu sais déjà exactement combien va te coûter l'article. Comment ça se passe maintenant? Tu vas prendre l'article, les images dans le groupe du fournisseur. Tu vas le contacter sur WhatsApp. L'idéal serait en turc ou alors en anglais. Et tu vas lui dire que tu veux passer les commandes de ci, de ça. Il va te faire une facture. Maintenant que tu as la facture, il va falloir que tu trouves un transitaire. Le transitaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'aide à prendre la marchandise peut-être chez ton fournisseur et te livrer. Parce que le fournisseur ne livre pas directement de sa boutique à ton pays. Non. Le fournisseur, il prend l'article, il va le déposer dans ce qu'on appelle les transitaires ou les cargos, c'est les services de transport. Et c'est maintenant ce service-là qui se charge de te faire parvenir le colis. Les services de transport les plus connus, il y a DHL, il y a FedEx, bref, il y en a plein d'autres. Tu vois un peu. Mais il y a également ce qu'on appelle les transitaires, des particuliers, des entreprises privées qui se chargent également de cette transaction-là. On appelle également vulgairement les cargos. Maintenant, tu vas me demander où est-ce que je peux trouver les cargos. Les cargos, il y en a pour tous les pays. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas sur Facebook, tu tapes cargo Turquie, ton pays. Tu mets d'abord Turquie en premier. Cargo Turquie, ton pays. Transitaire, tu quittes ton pays. Ce qui est certain, c'est que tu vas en trouver. Et puis, tu compares. Donc, tu cherches plusieurs et tu compares les prix du kilo, le délai de livraison. Tu peux demander le prix du CBM, c'est-à-dire par mètre, tu peux demander le prix du kilo. Alors, tu as déjà ton transitaire. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau du transitaire? Tu dois également savoir que chaque transitaire a un prix pour ses kilos. C'est-à-dire, c'est pas un prix global. Tel transitaire va te dire que pour moi, 1 kilo, c'est tel montant. Ça fait tel nombre de jours, ainsi de suite. D'accord? L'autre va te dire que c'est tel montant. C'est pareil pour le CBM. Parce que tu as
possibilité de faire parvenir ta marchandise par air ou alors tu as la possibilité d'envoyer par bateau. Par bateau, ça coûte nettement moins cher parce qu'on mesure à l'espace. Tu vois, on ne mesure pas au poids, mais on mesure à l'espace. C'est ça qu'on appelle le CDM. Maintenant, les gens vont dire que chez tel transitaire, le CDM sera à tel montant. Chez l'autre, ce sera à tel montant. Tu vas comparer. Pour les petits colis, tu peux passer par air. Mais pour les grands colis, je te conseille de passer par mer. Ou même par route. Pour certains pays, peut-être comme l'Europe et comme ça. Par route, ça peut également être très, très bien. D'accord? Maintenant, au niveau de la douane. Il faut savoir que lorsque tu passes par les transitaires, tu n'as plus besoin normalement de payer la douane parce que c'est ça qu'ils offrent comme service. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que non, le kilo c'est tel montant, on s'occupe de tout, de la douane et tout le reste. D'accord? Donc, quand tu passes par un transitaire, normalement, la douane, tu ne devrais plus la payer, normalement. Maintenant, il y a certains transitaires qui vont te donner un prix plus bas parce qu'en fait, dans le prix du kilo, il est bas parce qu'en fait, c'est toi qui dois t'occuper de la douane. Et parfois, quand tu n'as pas les bons contacts, la douane va t'asphyxier. Donc, moi, je dirais, il faut éviter de toi-même prendre en compte la douane parce que parfois, ça coûte soit un peu plus cher. D'accord? Ça, c'est au niveau de la douane. Et maintenant, au niveau de comment fonctionnent les transitaires en soi. Lorsque le fournisseur dépose le colis, il fonctionne par groupage. Donc, ils ont les jours de départ. Parfois, certains disent souvent que non, mais tu m'as expédié le colis lundi, tu as dit que ça faisait 5 jours. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas reçu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que tu peux déposer le colis lundi, mais le prochain départ, c'est jeudi. Du coup, ton colis va rester d'abord dans l'entrepôt jusqu'à jeudi, jusqu'au jour de départ, parce qu'il fonctionne par groupage. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne par groupage? Tout simplement parce que les compagnies aériennes leur exigent un minimum de quota, un minimum de colis. Ça peut être 1000 kilos, ça peut être 500 kilos. Pour pouvoir expédier, d'accord? Et pour ceux qui font les groupages par conteneur, il faut bien que le conteneur soit plein. On ne peut pas mettre un conteneur en mer vide. C'est une perte d'argent, tu vois un peu. Donc, ils ont des jours de départ. Il faut demander aux transitaires quels sont les jours de départ. Parfois, les jours sont fixes, parfois, ça ne l'est pas parce que eux aussi, ils peuvent penser qu'ils peuvent avoir suffisamment de colis pour tel jour. Mais après, le moment venu, ils n'ont pas suffisamment de colis. Du coup, ça shift. Donc, c'est des réalités du business que tu dois absolument savoir avant de passer les commandes en Turquie. C'est pas le jour que tu déposes le colis que forcément ça va partir. Tu peux avoir la chance que ça parte, mais également tu peux avoir, bon, pas que c'est pas une malchance, tu dois savoir que ça peut également tarder. Donc normalement il faut compter entre 10 et 15 jours d'habitude pour l'expédition. Bon, il y en a qui essayent d'aller un peu plus vite, ceux qui sont déjà un peu grands là. Là, ils ont beaucoup plus de colis, du coup ils peuvent faire plus de transactions par jour ou par semaine, d'accord? Maintenant, au niveau des responsabilités du transitaire, le transitaire a l'obligation à partir du moment où il a reçu ta commande, de te faire parvenir ta commande en toute sécurité. Ce qui signifie que s'il y a un problème au niveau de ta commande et que cette commande était entre les mains de ton transitaire, il doit normalement te rembourser. Normalement. Maintenant, après, c'est souvent assez long le remboursement, mais il faut savoir que normalement, tu dois être remboursé de la valeur totale de ta marchandise. Parce que oui, il a le devoir de faire parvenir ton colis en toute sécurité. Maintenant, s'il arrive que tu es déjà très, très grand, tu dois prendre une assurance. Ça, c'est clair. Au niveau de l'assurance, je ne vais pas te casser la tête, d'accord? Mais tu devras prendre une assurance. C'est très, très important. Donc, maintenant, tu sais déjà comment ça se passe au niveau du fournisseur. Le fournisseur va te faire une facture et maintenant, quand tu as déjà toutes les informations au niveau du transitaire, là, maintenant, tu peux procéder au paiement. Tu vas envoyer l'argent au fournisseur, soit par via les moyens de transfert habituels, Western Union, Monnaie, Gram Ria. En Turquie, Western Union dérange un peu, mais Monnaie Gram Ria, c'est parfait. Et d'autres, World Remit et autres, il y en a plein. Tu peux également envoyer. Tu peux faire un virement bancaire. Tu peux, par exemple, envoyer par des moyens mobiles parce qu'il y a des cargos qui font les transactions d'argent. Moi, j'aime souvent, tu vois. Tu peux envoyer par ce moyen-là. C'est également très, très intéressant. C'est-à-dire que tu fais le dépôt dans leur agence dans ton pays et eux, ils se chargent de payer ton transitaire ici. C'est possible. Maintenant que le fournisseur a reçu son argent, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de travailler avec une personne sur place, un agent. C'est vrai que tu peux passer la commande directement, mais ce n'est jamais sûr à 100%. Mais lorsque tu travailles avec un agent, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aller sur place, vérifier d'abord la qualité, certes, tu vas dépenser un peu plus, mais au moins, tu es sûr de la qualité. Je te parle de ce que moi-même j'ai fait et parce que moi-même, pendant longtemps, j'ai eu ce genre de problème. Déjà que tu passes la commande, certes, le fournisseur, il est très connu, la première transaction se passe bien, la deuxième, la troisième, c'est la catastrophe. Donc, pour éviter de tomber dans ce genre de choses, ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que quelqu'un parte te vérifier afin que tu ne te retrouves pas face à une surprise désagréable, d'accord? Et eux, tu peux leur payer $30, $50, $100, ça dépend de tout un chacun, d'accord? Si tu as besoin de faire des courses à ce sujet-là, moi, je suis à Istanbul, je peux t'aider à ce niveau-là, j'ai toute une équipe qui peut s'en charger. Alors, supposons que le fournisseur, il a déjà emballé ton colis, il a expédié directement chez le transitaire. Il faut savoir que parfois, il demande des frais également de livraison
pour déposer ton colis chez le transitaire. Parfois, quand c'est beaucoup de commandes, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Maintenant, le transitaire va récupérer, tu vas contacter le transitaire, tu vas lui envoyer la photo du colis que le fournisseur t'aura préalablement envoyé. Tu lui envoies la photo du colis, il va te donner, il va peser le colis pour te montrer combien de kilos tu devras payer. Lorsqu'il va peser, il va te dire, par exemple, tu dois payer tel montant, ça te permet de te préparer, d'accord? Dès qu'il va expédier le colis, normalement, quand le colis va arriver dans ton pays, on va t'appeler et tu vas aller récupérer ton colis. D'accord? De manière générale, voilà comment ça se passe pour pouvoir passer les commandes en Turquie. C'est juste des étapes très simples, mais que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux que tu puisses recevoir tes marchandises sans problème. Maintenant, si par exemple, tu as la recherche des meilleurs contacts des fournisseurs en Turquie, peu importe ton domaine, prends mon numéro en bas d'infos. En ce moment, je dispose des listes de plus de 100 fournisseurs, les meilleurs. Et j'ai décidé de te mettre ça à disposition à un prix qui est juste extraordinaire. Peu importe ton domaine, si tu as envie d'acheter les contacts des fournisseurs, que toi, tu n'as pas envie de trop réfléchir, contacte-moi inbox, contacte-moi sur WhatsApp et tu me dis quel est ton domaine, je te dirai quel est le prix des contacts des fournisseurs de ton domaine. Et puis, je suis sûre que ça va t'aider à vie, d'accord? Tu n'auras pas besoin de trop chercher, c'est des fournisseurs avec lesquels je travaille et moi-même, je suis sur place. Donc, de toute façon, s'il y a un problème, je peux aller t'aider à gérer rapidement ce problème-là. Donc, en ce moment, j'ai même lancé une promotion exceptionnelle à ce niveau-là. Donc, si tu as envie d'acheter les contacts des fournisseurs, peu importe le domaine, contacte-moi inbox. Et si tu as d'autres questions au sujet des achats en Turquie, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de t'aider. J'espère que cette vidéo a été très utile pour toi. Je te dis bye bye.